L'appel des druides, l'héritage de la forêt de Brocéliande. L'éveil du sang ancien. La sonnerie stridente du lycée Henri IV résonna dans les couloirs centenaires, mais les élèves de la classe de terminale restèrent étrangement immobiles, suspendus aux lèvres de leur professeur d'histoire. Thomas Beaumont, 42 ans, se tenait devant le tableau noir, la craie dansant entre ses doigts avec une grâce presque hypnotique tandis qu'il traçait la chronologie des rois mérovingiens. La lumière de cette fin d'après-midi d'automne filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des motifs mouvants sur le sol en parquet ancien. L'odeur familière de craie et de vieux bois ciré imprégnait l'air, mêlée aux effluves des feuilles mortes qui tourbillonnaient dans la cour pavée en contrebas. Et c'est ainsi, poursuivit Thomas de sa voix grave et passionnée, que la fusion entre les traditions gauloises et la nouvelle administration romaine donna naissance à une société unique. Les druides, ces gardiens de l'ancienne sagesse. Sa voix s'étrangla soudainement. Une sensation étrange, comme une vague de chaleur électrique, parcourut son corps des pieds à la tête. Les mots soigneusement tracés sur le tableau commencèrent à danser devant ses yeux, les lettres se transformant en symboles mystérieux qu'il n'avait jamais vus auparavant mais qui lui semblaient étrangement familiers. Des spirales entrelacées, des cercles concentriques, des motifs complexes qui évoquaient les enluminures des manuscrits médiévaux. « Monsieur ? Vous allez bien ?» La voix inquiète de Marie-Claire, son étudiante la plus attentive, le ramena brutalement à la réalité. La jeune fille aux lunettes rondes le regardait avec inquiétude, son stylo plume suspendu au-dessus de son cahier de notes. Thomas cligna plusieurs fois des yeux, et les symboles mystérieux disparurent, laissant place à ses annotations habituelles. Il passa une main tremblante dans ses cheveux poivre et sel et s'efforça de sourire. « Pardonnez-moi, un léger vertige. Où en étions-nous ? Vous parliez des druides, monsieur, rappela Antoine, un garçon au fond de la classe qui, pour une fois, semblait captivé par le cours. Ah, oui, bien sûr. Thomas s'éclaircit la gorge et reprit son exposé, mais quelque chose avait changé. Les mots qu'il prononçait semblaient désormais chargés d'un poids nouveau, comme si chaque syllabe résonnait d'un écho ancien et mystérieux. Il parla des cercles de pierre, des rituels sous la pleine lune, des connaissances transmises oralement de génération en génération. Et à chaque mot, la sensation étrange grandissait en lui, comme si un souvenir longtemps enfoui tentait de refaire surface. La fin du cours arriva trop vite. Alors que les élèves rangeaient leurs affaires dans un bruissement de papier et de fermeture éclair, Thomas resta un moment immobile devant le tableau, contemplant ses notes sans vraiment les voir. Une migraine commençait à poindre derrière ses tempes. « Monsieur Beaumont ?» Madame Dubois, la professeure de littérature, passa la tête par la porte. « Le conseil de classe commence dans 10 minutes. » Thomas acquiesça distraitement et rassembla ses affaires. La réunion s'éternisa, comme toujours, remplie de discussions sur les moyennes, les orientations, les cas particuliers. Mais son esprit était ailleurs, hanté par les symboles qu'il avait cru voir et cette sensation persistante de décalage avec le monde qui l'entourait. Le soleil s'était depuis longtemps couché lorsqu'il quitta enfin le lycée. Les réverbères projetaient des halos orangés sur les pavés humides du quartier latin. Thomas habitait à quelques rues de là, dans un petit appartement sous les toits qui craquaient et gémissaient les soirs de grand vent. En remontant la rue Saint-Jacques, il passa devant la devanture d'une librairie ésotérique. D'habitude, il n'y prêtait guère attention, mais ce soir-là, quelque chose attira son regard. Dans la vitrine, un vieux livre relié de cuir était ouvert sur une page illustrée. Les symboles qui y étaient dessinés ressemblaient étrangement à ceux qu'il avait cru voir sur son tableau quelques heures plus tôt. Thomas s'arrêta net, le cœur battant. Il colla presque son visage à la vitre pour mieux voir, mais à cet instant, le libraire éteignit les lumières de la boutique, plongeant le livre dans l'obscurité. Troublé, il reprit son chemin. L'air frais de novembre lui faisait du bien, éclaircissant un peu ses idées embrumées. Peut-être était-ce simplement la fatigue, se dit-il. La fin du trimestre approchait, avec son lot de copies à corriger et de réunions interminables. Dans son appartement, Thomas alluma machinalement la radio tout en préparant son dîner. Un reportage parlait de découvertes archéologiques récentes en Bretagne, près de la forêt de Brocéliande. Le nom résonna étrangement dans son esprit, éveillant un écho profond. Les chercheurs ont mis au jour ce qui pourrait être les vestiges d'un ancien lieu de culte druidique, expliquait une voix féminine. Ces découvertes pourraient révolutionner notre compréhension des pratiques rituelles. Thomas éteignit brusquement la radio. Le silence envahit l'appartement, troublé seulement par le ronronnement du réfrigérateur et les bruits lointains de la circulation parisienne. Cette nuit-là, son sommeil fut peuplé de rêves étranges et vivides. Il se voyait marchant dans une forêt ancienne,
où chaque arbre semblait vibrer d'une conscience propre. Des cercles de pierres gigantesques se dressaient dans des clairières baignées de brume, et une voix mystérieuse murmurait dans une langue qu'il ne connaissait pas mais dont il comprenait chaque mot. « Le sang des druides coule dans tes veines, gardien, disait la voix. Brocéliande t'appelle. » Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, les premiers rayons de l'aube filtrant à travers ses rideaux. Sur son bureau, ses copies à corriger attendaient sagement, mais pour la première fois de sa carrière, l'histoire qu'il enseignait lui semblait fade et incomplète face au mystère qui s'éveillait en lui. Thomas se leva et s'approcha de la fenêtre. En contrebas, Paris s'éveillait doucement, ignorante des forces anciennes qui commençaient à s'agiter. Il posa sa main contre la vitre froide et observa son reflet. Ses yeux semblaient différents, comme si quelque chose s'était éveillé derrière eux, quelque chose d'ancien et de puissant qui attendait depuis des générations. Sur son étagère, un vieux cadre photo attira son attention. Il le prit avec précaution. C'était une photo de sa grand-mère paternelle, prise quelque part en Bretagne dans sa jeunesse. Il ne l'avait jamais vraiment remarquée auparavant, mais derrière elle, à moitié cachée par la brume, se dressait un menhir solitaire. Thomas passa ses doigts sur le verre poussiéreux du cadre. « Qu'est-ce que tout cela signifie » murmura-t-il pour lui-même. Mais au fond de lui, il commençait à comprendre que sa vie ne serait plus jamais la même. L'histoire qu'il avait passé tant d'années à enseigner prenait soudain une dimension personnelle, intime, comme si le passé lui-même tendait la main pour le guider vers son destin. La journée qui s'annonçait serait différente de toutes celles qu'il avait connues jusqu'alors. Thomas le savait avec une certitude qui dépassait la simple intuition. Quelque chose s'était éveillé en lui, quelque chose qui ne pourrait plus être ignoré. Il se prépara méthodiquement, comme chaque matin, mais chacun de ses gestes semblait désormais chargé d'une signification nouvelle. Même l'eau de sa douche lui paraissait différente, comme si chaque goutte contenait un fragment de mémoire ancestrale. En sortant de chez lui, Thomas marqua un temps d'arrêt. Les arbres du square voisin, qu'il voyait tous les jours sans vraiment les regarder, semblaient lui faire signe, leurs branches s'agitant dans une brise qu'il ne sentait pas. Un merle le fixait depuis une branche basse, son regard étrangement intelligent. L'appel de Brocéliande résonnait en lui, de plus en plus fort, comme une marée montante impossible à ignorer. Thomas Beaumont, professeur d'histoire respecté du lycée Henri IV, sentait que sa véritable histoire ne faisait que commencer. Les échos du passé. La bibliothèque de la Sorbonne se dressait, majestueuse et silencieuse, dans la lumière grise d'un matin d'automne. Thomas Beaumont gravit les marches de pierre usées par des siècles de pas érudits, son sac en cuir élimé serré contre lui comme un bouclier. 3 jours s'étaient écoulés depuis ses premières visions, et le sommeil l'avait presque entièrement déserté. Les immenses portes en chêne massif grincèrent légèrement lorsqu'il les poussa. L'odeur caractéristique des vieux livres, mélange de cuir vieilli, de papier jauni et de poussière ancestrale, l'enveloppa immédiatement. C'était une odeur familière, réconfortante, qui lui rappelait ses années d'études, bien avant qu'il ne devienne professeur. « Bonjour, monsieur Beaumont, » murmura madame Lefebvre, la bibliothécaire en chef, depuis son bureau en bois sculpté. « Cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas vu. » Thomas hocha la tête en esquissant un sourire fatigué. Il n'était pas venu depuis des mois, trop occupé par ses cours et ses corrections. Mais aujourd'hui, quelque chose le poussait à chercher des réponses dans ses rayonnages séculaires. Il se dirigea vers la section d'histoire médiévale, ses pas étouffés par l'épais tapis rouge qui courait entre les étagères. Ses doigts effleurèrent les reliures, certaines si anciennes que les titres s'étaient presque effacés. Traditions celtiques, rituels druidiques, mythes et légendes de la Bretagne ancienne. Les livres semblaient l'appeler. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» La voix le fit sursauter. Une femme se tenait à quelques pas de lui, tenant une pile de livres anciens contre sa poitrine. Elle devait avoir son âge, peut-être un peu moins. Ses cheveux auburn étaient rassemblés en un chignon lâche, et ses yeux verts pétillaient d'une intelligence vive derrière des lunettes à monture fine. En fait, je ne sais pas exactement, répondit Thomas avec hésitation. Comment expliquer qu'il cherchait des réponses à des visions qu'il ne comprenait pas lui-même? La femme pencha légèrement la tête, l'observant avec une intensité qui le mit mal à l'aise. Les réponses les plus importantes sont souvent celles à des questions que nous ne savons pas encore formuler, dit-elle doucement. Je suis Élise Devreux, archéologue spécialisée dans les sites sacrés celtes. Elle déposa sa pile de livres sur une table proche et en sortit un carnet de sa sacoche en cuir. Ces derniers temps, j'ai remarqué que beaucoup de gens sont attirés par ces rayonnages en particulier. Comme si quelque chose les appelait. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Vous voulez dire,
d'autres personnes ont ressenti des choses étranges, compléta-t-elle avec un léger sourire. Des visions peut-être? Des symboles qui semblent danser devant leurs yeux? Les jambes de Thomas flageolèrent. Il s'appuya contre l'étagère, sentant le bois ancien et solide le soutenir. Comment savez-vous? Élise jeta un coup d'œil autour d'eux pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis sortit un ancien grimoire de son sac. La couverture était en cuir patiné par le temps, ornée de motifs complexes qui semblaient bouger sous la lumière tamisée de la bibliothèque. Ces symboles, dit-elle en ouvrant délicatement le livre à une page marquée, ressemblent-ils à ceux que vous avez vus? Thomas sentit son souffle se couper. Sur les pages jaunies, les mêmes motifs que ceux de ses visions dansaient sous ses yeux. Des spirales entrelacées, des cercles concentriques, des lignes qui semblaient pulser d'une énergie propre. Comment? Comment avez-vous? Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. Nous vous attendions, monsieur Beaumont. Ou devrais-je dire, héritier de la lignée de Myrdin? Le nom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre, éveillant des échos profondément enfouis dans sa mémoire. Des images flashèrent devant ses yeux, une forêt ancienne, des cercles de pierre baignés de brume, des chants dans une langue oubliée. Myrdin. Merlin? La question lui échappa dans un souffle. Élise hocha gravement la tête. La légende raconte que Merlin n'était pas qu'un seul homme, mais le titre donné au plus puissant des druides de chaque génération. Et le sang de ces anciens gardiens coule dans vos veines, Thomas. Elle sortit de son sac un autre objet, plus petit, enveloppé dans un morceau de soie ancienne. En le déballant délicatement, elle révéla un médaillon en bronze, orné des mêmes symboles que ceux du livre et de ses visions. Ceci appartenait à votre grand-mère paternelle, dit Élise doucement. Elle était l'une des nôtres, une gardienne des anciennes voies. Elle a quitté Brocéliande pour protéger votre père, et vous, des responsabilités que ce don implique. Mais aujourd'hui, la forêt vous appelle. Elle a besoin de vous. Thomas fixait le médaillon, hypnotisé par les motifs qui semblaient s'animer sous son regard. Des souvenirs d'enfance remontaient à la surface, sa grand-mère lui racontant d'étranges histoires au coin du feu, lui apprenant les noms des plantes dans une langue qu'il ne comprenait pas, lui montrant comment écouter le chant du vent dans les arbres. Comment? Comment savez-vous tout cela? Demanda-t-il enfin, levant les yeux vers Élise. Je fais partie d'un cercle de gardiens, répondit-elle. Nous protégeons les derniers liens entre l'ancien monde et le nouveau. Votre grand-mère était l'une des nôtres, l'une des plus puissantes. Quand elle a choisi de quitter Brocéliande, elle nous a fait promettre de veiller sur sa lignée. D'attendre le moment où le don se manifesterait à nouveau. Thomas passa une main tremblante sur son visage. Tout cela semblait tellement irréel, et pourtant. Pourtant, quelque chose en lui reconnaissait la vérité dans ses paroles, comme si une partie longtemps endormie de son âme s'éveillait enfin. Et maintenant? Sa voix était à peine audible. Maintenant, dit Élise en rangeant précieusement le grimoire, vous avez un choix à faire. Vous pouvez ignorer l'appel, retourner à votre vie normale, enseigner l'histoire plutôt que d'en faire partie. Ou vous pouvez accepter votre héritage. Apprendre à maîtriser le don qui coule dans vos veines. Devenir ce que vous étiez destiné à être. Un bruit de pas les fit sursauter tous les deux. Un étudiant passa rapidement dans l'allée voisine, plongé dans ses révisions. Quand il fut parti, l'atmosphère mystique du moment s'était un peu dissipée, mais les questions qui tourbillonnaient dans l'esprit de Thomas n'en étaient que plus pressantes. Je dois retourner au lycée, dit-il en consultant sa montre. J'ai un cours dans 1 heure. Élise acquiesça avec compréhension. Elle sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Si vous décidez d'en savoir plus, venez à cette adresse ce soir. C'est une petite librairie dans le Marais. Demandez à voir la section sur Brocéliande. Thomas prit la carte, sentant le papier épais sous ses doigts. L'adresse était écrite à la main, d'une écriture élégante et ancienne. Une dernière chose, ajouta Élise alors qu'il s'apprêtait à partir. Faites attention. Le réveil de votre don n'est pas passé inaperçu. Il y a d'autres forces en jeu, des forces qui préféreraient que les anciennes voix restent endormies à jamais. Sur ces paroles énigmatiques, elle disparut entre les rayonnages, laissant Thomas seul avec ses questions et le poids soudain de son héritage nouvellement découvert. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Il donna ses cours machinalement, son esprit sans cesse ramené vers la conversation dans la bibliothèque, vers le médaillon, vers les symboles qui maintenant lui semblaient apparaître partout, dans les motifs du carrelage, dans les ombres projetées par les arbres, dans les gribouillis distraits de ses élèves. Quand le dernier cours se termina enfin, Thomas resta un moment assis à son bureau,
la carte d'Élise entre les mains. La nuit tombait déjà, enveloppant Paris dans son manteau d'ombre et de lumières artificielles. Quelque part dans la ville, une petite librairie l'attendait, et avec elle, peut-être, les réponses à des questions qu'il commençait à peine à formuler. Il se leva, rangea ses affaires, et sortit dans la soirée parisienne. Le choix qu'il s'apprêtait à faire changerait sa vie à jamais, il le savait. Mais peut-être était-ce exactement ce qu'il avait attendu toute sa vie sans le savoir. La porte entre les mondes. La forêt de Brocéliande se dressait devant Thomas, majestueuse et mystérieuse dans la brume matinale. Le voyage depuis Paris avait été long, mais le temps semblait maintenant suspendu alors qu'il contemplait ces arbres centenaires. Élise se tenait à ses côtés, silencieuse et attentive, son regard scrutant les ombres mouvantes entre les troncs noueux. « Votre grand-mère vivait ici, dit-elle doucement, désignant un petit chemin qui s'enfonçait dans la forêt. Sa maison n'est plus habitée depuis son départ, mais elle est toujours là, gardienne silencieuse des secrets de votre famille. » Thomas ajusta la bandoulière de son sac et suivit Élise sur le sentier. Les feuilles mortes crissaient sous leurs pas, dégageant une odeur d'humus et de temps passé. Le brouillard s'épaississait à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, comme si la nature elle-même cherchait à préserver ses mystères. « Comment avez-vous découvert tout cela ?» demanda Thomas, brisant le silence presque religieux qui les entourait. « Mon lien avec cet endroit, avec tout ceci. » Élise ralentit légèrement son pas, permettant à Thomas de marcher à sa hauteur. Les anciennes familles gardent leurs secrets, mais aussi leurs archives. Votre grand-mère, Marianne Beaumont, était l'une des plus puissantes gardiennes de son époque. Quand elle a choisi de quitter Brocéliande pour protéger votre père, elle a laissé derrière elle un journal et une prophétie. Le mot fit frissonner Thomas. Une prophétie ? Elle parlait d'un temps où les anciennes barrières s'affaibliraient, où le monde moderne menacerait de submerger les derniers bastions de l'ancienne magie. Et elle parlait d'un héritier, quelqu'un qui porterait son sang et son don, qui reviendrait quand Brocéliande en aurait le plus besoin. Le sentier s'élargit soudain, débouchant sur une petite clairière. Au centre se dressait une maison de pierre grise, à moitié envahie par le lierre. Les volets de bois étaient fermés, mais Thomas pouvait sentir quelque chose émaner de la bâtisse, comme une pulsation légère, un cœur qui battrait au ralenti. « C'est ici, » murmura Élise. « La maison de votre grand-mère. » Thomas s'approcha lentement. Ses doigts effleurèrent la pierre rugueuse, et une décharge d'énergie le traversa, lui arrachant un hoquet de surprise. Des images flashèrent dans son esprit, sa grand-mère, plus jeune qu'il ne l'avait jamais connue, préparant des herbes dans la cuisine, des réunions secrètes autour d'une table en chêne massif, des rituels pratiqués dans le jardin sous la pleine lune. « La maison vous reconnaît, » dit Élise avec un sourire. Elle sortit une vieille clé de sa poche et la tendit à Thomas. « Elle vous appartient désormais. » La clé était lourde dans sa main, le métal terni gravé de symboles familiers. La serrure grinça légèrement quand il l'inséra, mais la porte s'ouvrit sans résistance, comme si elle l'attendait. L'intérieur était plongé dans la pénombre. Élise ouvrit quelques volets, laissant entrer la lumière grise du jour. La poussière dansait dans les rayons de soleil, mais étrangement, la maison ne semblait pas abandonnée. Plutôt en attente, préservée dans le temps. « Regardez, » dit Élise en désignant les murs. Des étagères couraient le long des parois, chargées de livres anciens, de bocaux d'herbes séchées, de cristaux et d'objets dont Thomas ne pouvait deviner l'usage. Au centre de la pièce principale trônait une grande table en chêne, exactement comme dans sa vision. C'était le lieu de réunion du cercle des gardiens, expliqua Élise. Votre grand-mère présidait les assemblées ici même. Thomas s'approcha de la table. Sa surface était marquée de cercles plus clairs, traces de tasses de thé et de rituels anciens. Au centre, un symbole était gravé dans le bois, une spirale complexe entourée de runes. C'est le même symbole que sur le médaillon, remarqua-t-il. Le sceau de votre lignée, confirma Élise. Il représente le lien entre les mondes, entre l'ancien et le nouveau, entre la nature et l'esprit. Un bruit soudain les fit sursauter. Quelque chose était tombé à l'étage. Ils échangèrent un regard avant de se diriger vers l'escalier qui menait au premier étage. Les marches craquaient sous leurs pas, mais Thomas avait l'étrange sensation qu'elle le reconnaissait, qu'elle l'accueillait. La chambre principale était baignée de lumière. Une fenêtre s'était ouverte sous l'effet du vent, faisant tomber un petit coffret posé sur une commode. Thomas s'approcha pour le ramasser, mais dès que ses doigts touchèrent le bois sculpté, une nouvelle vague d'énergie le traversa, plus puissante que la précédente. Le coffret s'ouvrit de lui-même, révélant son contenu, un médaillon identique à celui qu'Élise lui avait montré à la bibliothèque, mais celui-ci semblait vivant, pulsant d'une lueur bleutée.
C'est impossible, murmura Élise, les yeux écarquillés. Ce médaillon. Il était censé avoir été perdu lors du départ de votre grand-mère. Thomas le prit délicatement dans sa main. Le métal était chaud au toucher, vibrant doucement contre sa paume. Les symboles gravés sur sa surface semblaient bouger, danser, raconter une histoire qu'il commençait à peine à comprendre. Le cercle est presque complet, dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent brusquement. Un vieil homme se tenait dans l'encadrement de la porte, appuyé sur un bâton de bois noueux. Ses yeux, d'un bleu délavé, brillaient d'une sagesse ancienne. « Gabriel, souffla Élise. Je ne savais pas que vous seriez là. » Les anciennes voix m'ont appelé, répondit le vieil homme en s'avançant dans la pièce. Comme elles nous appellent tous en ce moment crucial. Il se tourna vers Thomas. Je suis Gabriel, le dernier des gardiens, avant vous. Thomas serra le médaillon dans sa main, sentant sa chaleur se répandre dans tout son corps. Que voulez-vous dire par « le cercle est presque complet » Gabriel s'approcha de la fenêtre, son regard se perdant dans la forêt qui s'étendait à perte de vue. Les anciens druides formaient un cercle de pouvoir, une chaîne ininterrompue de gardiens qui maintenait l'équilibre entre les mondes. Quand votre grand-mère est partie, ce cercle a été brisé. Mais maintenant... Il se tourna vers Thomas, et son regard semblait transpercer son âme. Maintenant, vous êtes revenu. Le sang des anciens coule dans vos veines, et le don s'est éveillé en vous. Il ne manque plus qu'une chose pour que le cercle soit reformé. Quoi donc, demanda Thomas, bien que quelque chose en lui connaisse déjà la réponse. L'acceptation, répondit Gabriel. Vous devez choisir d'accepter votre héritage, votre destinée. Et ce choix doit être fait au cœur même de Brocéliande, dans le Val sans retour. Élise prit une brusque inspiration. Le Val sans retour? Mais c'est l'endroit le plus dangereux de la forêt, compléta Gabriel. Et aussi le plus sacré. C'est là que la barrière entre les mondes est la plus fine, là où les anciennes magies sont les plus puissantes. Thomas regarda le médaillon dans sa main, puis la forêt qui s'étendait au-delà de la fenêtre. Tout ce qu'il avait cru savoir sur le monde, sur l'histoire, sur lui-même, semblait se transformer, se réorganiser autour de cette nouvelle réalité. Quand, demanda-t-il simplement. Ce soir, répondit Gabriel. À la tombée de la nuit. Le voile entre les mondes sera plus fin, et votre pouvoir sera à son apogée. Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Thomas explora la maison de sa grand-mère, découvrant des journaux intimes, des grimoires anciens, des objets de pouvoir dont il commençait à peine à percevoir la signification. Élise et Gabriel le guidaient, expliquant, préparant, mais ils sentaient leur tension croître à mesure que le soleil déclinait. Finalement, alors que les premières ombres du soir s'étiraient entre les arbres, ils prirent le chemin du Val sans retour. Le médaillon battait contre la poitrine de Thomas comme un second cœur, guidant leurs pas à travers la forêt qui semblait s'animer autour d'eux. Lorsqu'ils atteignirent le seuil du Val, le monde sembla retenir son souffle. L'air vibrait d'une énergie ancienne, et les ombres dansaient d'une manière qui n'avait rien de naturel. C'est ici que tout commence, dit Gabriel. Ou que tout finit. Le choix vous appartient, Thomas Beaumont. Thomas fit un pas en avant, tenant fermement le médaillon. L'air se mit à vibrer plus intensément, et soudain, le monde changea. La forêt n'était plus seulement une forêt. Des lueurs dansaient entre les arbres, et les pierres murmuraient des secrets oubliés. Le voile entre les mondes s'était levé, et pour la première fois de sa vie, Thomas voyait la réalité telle qu'elle était vraiment. Le point de bascule était arrivé. Les alliés de l'ombre. L'aube se levait sur Brocéliande, baignant la forêt d'une lumière dorée qui filtrait à travers la brume matinale. Thomas, assis sur le seuil de la maison de sa grand-mère, contemplait le spectacle avec des yeux nouveaux. La nuit dans le Val sans retour avait tout changé. Le monde qu'il connaissait s'était élargi, approfondi, comme si un voile avait été levé devant ses yeux. Gabriel apparut silencieusement à ses côtés, s'appuyant sur son bâton de chêne. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. Thomas ferma les yeux un instant, prenant conscience des nouvelles sensations qui parcouraient son corps. « C'est différent. Je peux sentir la forêt. Chaque arbre, chaque feuille. C'est comme si tout était vivant, conscient. »« C'est parce que tout l'est, » répondit Gabriel. Les druides n'ont jamais prétendu contrôler la nature. Ils apprenaient à l'écouter, à danser avec elle plutôt qu'à la diriger. Un bruissement d'ailes attira leur attention. Un grand corbeau se posa sur la barrière du jardin,
les fixant de ses yeux d'un noir profond. Thomas sentit immédiatement que ce n'était pas un oiseau ordinaire. « Ah, sourit Gabriel, voici Morgane qui arrive. » Comme pour confirmer ses paroles, l'air sembla onduler autour du corbeau, et en quelques secondes, une jeune femme aux cheveux blancs comme la neige se tenait à sa place. Elle portait une longue robe noire brodée de symboles argentés, et ses yeux, aussi sombres que ceux du corbeau, brillaient d'une sagesse ancienne. « Le nouveau gardien s'est éveillé, dit-elle d'une voix mélodieuse. Les oiseaux en parlent dans toute la forêt. » Thomas se leva, intimidé malgré lui par cette apparition. Morgane s'avança vers lui avec la grâce d'un félin, l'étudiant de son regard perçant. « Je suis la gardienne des chemins ailés, expliqua-t-elle. Les oiseaux sont mes yeux et mes messagers. Ils m'ont parlé de votre rituel dans le Val sans retour. » La forêt elle-même a tremblé. Un bruit de marteau résonnait au loin, rythmique et régulier. Gabriel sourit à nouveau. « Et voici Loïc qui nous rejoint aussi. » Une silhouette massive émergea du sous-bois. L'homme qui s'approchait était grand et large d'épaules, ses bras musclés couverts de tatouages représentant des motifs celtiques. Il portait un tablier de cuir marqué par le feu et le métal. Le forgeron des anciennes voies, le présenta Gabriel. Ces outils créent des objets imprégnés de la magie la plus ancienne. Loïc inclina légèrement la tête en direction de Thomas. Sa voix était étonnamment douce pour un homme de sa stature. Les anciennes prophéties parlaient de votre retour. Le métal chante différemment depuis que vous avez accepté votre héritage. Élise sortit à son tour de la maison, portant un plateau chargé de tasses fumantes. Le cercle est presque au complet, dit-elle en distribuant une tisane aux herbes dont l'arôme rappelait à Thomas les après-midi passés avec sa grand-mère. Presque, demanda-t-il en acceptant sa tasse. Nous étions plus nombreux autrefois, expliqua Gabriel en s'asseyant sur une souche moussue. 12 gardiens, représentant les différents aspects de l'ancienne magie. Mais au fil des siècles, certaines lignées se sont éteintes, d'autres ont choisi d'oublier leur héritage. Les anciennes barrières s'affaiblissent, ajouta Morgane, ses yeux fixés sur l'horizon. Le monde moderne grignote peu à peu la magie, et avec elle, l'équilibre naturel. Comme pour illustrer ces paroles, un grondement lointain de machines résonna à travers la forêt. Thomas sentit un frisson parcourir les arbres autour d'eux, une onde de malaise qui se propagea comme une ride à la surface d'un étang. « Que se passe-t-il exactement » demanda-t-il, posant sa tasse vide. Les 4 gardiens échangèrent des regards lourds de sens. Ce fut Loïc qui prit la parole, sa voix grave résonnant comme le métal sur l'enclume. Il y a des forces qui voudraient voir l'ancienne magie disparaître complètement. Des gens qui considèrent que le progrès ne peut s'accomplir qu'en effaçant tout ce qui est ancien, tout ce qui est mystérieux et sauvage. Ils construisent des routes, des centres commerciaux, des complexes résidentiels, continua Morgane. Chaque arbre abattu, chaque source détournée affaiblit un peu plus les barrières magiques qui protègent Brocéliande. Thomas repensa soudain aux événements étranges qui se produisaient à Paris. Les arbres qui poussent en une nuit au milieu des boulevards, les voix dans le métro. C'est lié ? Élise hocha la tête. La nature essaie de se défendre, de maintenir l'équilibre. Mais sans les gardiens pour canaliser et guider cette énergie, elle devient chaotique, imprévisible. Et dangereuse, ajouta Gabriel. C'est pour cela que votre réveil est si important, Thomas. Vous êtes l'héritier de la plus puissante lignée de gardiens. Votre don pourrait faire la différence. Un silence tomba sur le groupe, uniquement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles dans la brise matinale. Thomas sentait le poids de cette responsabilité s'installer sur ses épaules, mais étrangement, il n'en était pas effrayé. C'était comme si une partie de lui avait toujours su que ce moment viendrait. « Par où commençons-nous » demanda-t-il finalement. Loïc se leva, son imposante silhouette projetant une ombre sur le sol. « Par la forge. Vous aurez besoin d'outils pour canaliser votre don. Des objets de pouvoir, comme le médaillon de votre grand-mère. Je peux vous apprendre à parler aux oiseaux, proposa Morgane. Ils sont les meilleurs espions et les plus fidèles alliés. Et moi, je vous enseignerai les anciennes écritures, dit Élise. Les symboles de pouvoir qui dorment dans les grimoires de votre grand-mère. Gabriel observait cet échange avec un sourire bienveillant. Mais d'abord, intervint-il, vous devez apprendre à écouter la forêt elle-même. Car c'est elle, plus que nous tous, qui sera votre plus grand professeur. Il se leva et fit signe à Thomas de le suivre. Les autres gardiens s'écartèrent respectueusement, comprenant que certaines leçons devaient être transmises en privé. Gabriel conduisit Thomas plus profondément dans la forêt, jusqu'à une petite clairière où se dressait un cercle de pierres anciennes.
L'air y était différent, plus dense, chargé d'une énergie palpable. « Asseyez-vous » ordonna doucement Gabriel en désignant le centre du cercle. Thomas obéit, s'installant en tailleur sur l'herbe fraîche. Les pierres semblaient l'observer, sentinelles silencieuses d'un autre âge. « Fermez les yeux » continua Gabriel. « Respirez profondément. Laissez votre esprit s'ouvrir aux voix de la forêt. » Au début, Thomas n'entendait que les sons habituels, le vent dans les feuilles, les oiseaux, les petits animaux dans les sous-bois. Mais peu à peu, quelque chose d'autre émergea. Des murmures, des échos, des fragments de mémoire portés par le vent. Les arbres parlaient, dans un langage fait de sève et de lumière. Les pierres chantaient, leurs chansons si lentes et si profondes qu'elles résonnaient dans ses os. Les druides d'autrefois n'étaient pas des magiciens comme dans les légendes, expliqua Gabriel. Ils étaient des ponts entre les mondes, des gardiens de l'équilibre. Leur pouvoir venait de leur capacité à écouter, à comprendre, à harmoniser. Thomas sentit une présence s'approcher. Ouvrant les yeux, il vit un cerf majestueux à la lisière de la clairière. L'animal le regardait fixement, ses bois semblant luire dans la lumière du matin. « Ne bougez pas » murmura Gabriel. « Il vous teste, vous évalue. » Le cerf s'avança lentement dans le cercle de pierre. Thomas retint son souffle, sentant l'importance de ce moment. L'animal s'arrêta devant lui, baissa sa tête majestueuse, et le toucha légèrement du bout de son museau. Une vague d'images et de sensations submergea Thomas. Il vit la forêt à travers les yeux du cerf, sentit la vie qui pulsait dans chaque racine, chaque branche, chaque feuille. Il comprit soudain que Brocéliande n'était pas seulement une forêt, mais un être vivant, conscient, ancien comme le monde. Lorsque le cerf se retira aussi silencieusement qu'il était venu, Thomas tremblait, bouleversé par cette communion inattendue. « La forêt vous a accepté » dit simplement Gabriel. Maintenant, le véritable travail peut commencer. Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Thomas apprit les bases des rituels avec Gabriel, étudia les symboles de pouvoir avec Élise, s'initia à la langue des oiseaux avec Morgane. Dans la forge de Loïc, il observa la création d'un bracelet de protection, regardant avec fascination les runes anciennes prendre vie dans le métal chauffé à blanc. Le soir venu, alors que les autres gardiens s'étaient retirés, Thomas resta assis devant la maison de sa grand-mère, contemplant les étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus de la forêt. Sa vie avait basculé en quelques jours à peine, et pourtant, il se sentait plus ancré, plus complet qu'il ne l'avait jamais été. Un hibou passa silencieusement au-dessus de sa tête, et cette fois, Thomas comprit son message. Les ombres s'agitaient à Paris, et bientôt, très bientôt, il devrait mettre ses nouveaux dons à l'épreuve. L'ennemi se dévoile. Le soleil se couchait sur Paris, baignant les immeubles haussmanniens d'une lumière dorée qui se reflétait sur les vitres des buildings modernes. Du haut de son bureau au 40e étage de la tour Blackwood, Victor Blackwood contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds. Son costume 3 pièces sur mesure était aussi sombre que ses pensées, et ses yeux gris acier reflétaient la froide détermination qui avait fait de lui l'un des hommes les plus puissants de France. Un écran sur son bureau affichait des images de surveillance, des arbres qui avaient mystérieusement poussé en une nuit au milieu du boulevard Haussmann, perturbant la circulation et provoquant l'émoi des médias. Un autre moniteur montrait des relevés d'énergie inhabituels dans le métro parisien, accompagnés de rapports faisant état de voix étranges entendues dans les tunnels. Les anciennes forces s'agitent, murmura-t-il pour lui-même, faisant tourner entre ses doigts un médaillon ancien, semblable à celui de Thomas mais dont les symboles semblaient tordus, corrompus. Elles sentent que le moment approche. La porte de son bureau s'ouvrit silencieusement, laissant entrer une femme d'une élégance glaciale. Claire Devreux, la sœur aînée d'Élise, était aussi différente de sa cadette que le jour et la nuit. Là où Élise rayonnait de chaleur et de compassion, Claire était tout en angle et en froideur calculée. Nos sources confirment que le nouveau gardien s'est éveillé, annonça-t-elle sans préambule. Thomas Beaumont, professeur d'histoire au lycée Henri IV. Le petit-fils de Marianne. Un sourire sans joie étira les lèvres de Blackwood. Marianne Beaumont. Elle nous a donné du fil à retordre en son temps. J'espérais que sa lignée s'éteindrait avec elle. Il est encore novice, poursuivit Claire en s'asseyant dans un fauteuil en cuir noir. Ses pouvoirs viennent à peine de s'éveiller. C'est le moment idéal pour intervenir. Blackwood se détourna de la fenêtre et s'approcha d'un tableau ancien accroché au mur. Il représentait une bataille oubliée, des guerriers en armure affrontant des silhouettes en robe blanche près d'un cercle de pierre. Les druides contre les envahisseurs. Nos ancêtres ont échoué à éradiquer complètement l'ancienne magie, dit-il d'une voix pensive. Ils se sont contentés de la repousser dans les marges,
de la confiner dans des lieux comme Brocéliande. Une erreur que nous allons enfin corriger. Il appuya sur un bouton dissimulé dans le cadre du tableau, révélant un coffre-fort high-tech parfaitement intégré au mur. À l'intérieur, des parchemins anciens côtoyaient des tablettes dernier cri, un mariage ironique d'ancien et de moderne. Nos ingénieurs ont presque terminé de décoder les vieux rituels, expliqua-t-il en sortant une tablette. Nous pouvons maintenant reproduire et inverser les anciennes magies grâce à la technologie. La nature elle-même peut être réécrite. Claire se leva pour examiner les données qui défilaient sur l'écran. Des équations complexes se mêlaient à des symboles druidiques, créant une nouvelle forme de science qui défiait toute classification. Le projet Avalon est prêt à entrer dans sa phase finale, continua Blackwood. Mais pour cela, nous avons besoin d'accéder au cœur de Brocéliande. Et tant que les gardiens protègent la forêt. Laissez-moi m'occuper de mon ancienne famille, interrompit Claire, une lueur dangereuse dans le regard. Je connais leurs faiblesses. Et ma chère petite sœur ne s'attend certainement pas à me voir impliqué. Blackwood l'observa un moment en silence. Claire avait quitté le cercle des gardiens des années auparavant, choisissant le pouvoir et le progrès plutôt que les anciennes traditions. Sa connaissance des rituels, combinée à la technologie de Blackwood Industries, en faisait une adversaire redoutable. Le temps des contes de fées est révolu, déclara-t-il en retournant à sa contemplation de Paris. Cette énergie qu'il gaspille à protéger des arbres pourrait alimenter des villes entières. Imaginez, Claire, une énergie propre, illimitée, totalement sous notre contrôle. Un bip discret interrompit leur conversation. Sur l'un des écrans, une alerte signalait une activité inhabituelle près du siège de Blackwood Industries. Thomas Beaumont venait d'entrer dans le bâtiment. Eh bien, sourit Blackwood, on dirait que notre jeune ami vient à nous plus tôt que prévu. Dans le hall d'entrée ultramoderne de la tour, Thomas sentait chaque fibre de son être vibrer d'appréhension. Les 2 semaines passées à Brocéliande lui avaient appris à percevoir les énergies qui l'entouraient, et cet endroit était, Wrong. Sous le vernis de modernité et de luxe, quelque chose de sombre pulsait, comme une infection qui se serait propagée dans les murs même du bâtiment. L'hôtesse d'accueil le dirigea vers un ascenseur privé qui le conduisit directement au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur un couloir aux murs blancs, orné d'œuvres d'art anciens soigneusement sélectionnées. Thomas reconnut des scènes de l'histoire celte, mais quelque chose dans leur présentation le mettait mal à l'aise. Monsieur Beaumont, la voix de Blackwood le fit sursauter. Quel plaisir de vous rencontrer enfin. L'homme qui se tenait devant lui dégageait une aura de puissance et de contrôle absolu. Grand, élégant, ses cheveux gris parfaitement coiffés, il aurait pu passer pour un simple homme d'affaires prospère. Mais Thomas sentait autre chose en lui, quelque chose d'ancien et de tordu. Cette énergie que vous gaspillez à protéger des arbres pourrait alimenter des villes entières, déclara Blackwood en l'invitant à entrer dans son bureau. Vous devez le comprendre, vous qui enseignez l'histoire. Le progrès ne peut être arrêté. Thomas sentit le pouvoir ancien bouillonner dans ses veines. Certaines forces ne sont pas faites pour être domptées, monsieur Blackwood. L'ancienne magie maintient un équilibre crucial. L'équilibre, l'interrompit Blackwood avec un rire sec. Regardez par cette fenêtre, monsieur Beaumont. Voyez-vous de l'équilibre dans cette ville? La nature a déjà perdu cette bataille. Nous ne faisons qu'accélérer l'inévitable. Une femme émergea de l'ombre, et Thomas sentit son sang se glacer. Elle ressemblait tellement à Élise, et pourtant. Claire, souffla-t-il, reconnaissant la gardienne renégate dont Gabriel lui avait parlé. Le nouveau protégé de ma petite sœur, sourit-elle froidement. Comment va Élise? Toujours à jouer avec ses vieux livres pendant que le monde avance sans elle? Thomas serra les poings, sentant l'énergie crépiter autour de lui. Les plantes vertes qui décoraient le bureau commencèrent à s'agiter, leurs feuilles bruissant dans une brise inexistante. Oh, impressionnant, commenta Blackwood. Mais regardez plutôt ceci. Il sortit un appareil de son bureau, une sorte de tablette entourée de symboles métalliques qui ressemblaient à des runes corrompues. Dès qu'il l'activa, Thomas sentit une douleur aiguë traverser sa poitrine. Les plantes dans la pièce se flétrirent instantanément, leurs feuilles tombant en poussière. La technologie et l'ancienne magie, expliqua Blackwood. Une combinaison puissante, n'est-ce pas? Nous pouvons non seulement reproduire vos tours de passe-passe, mais aussi les annuler. Les amplifier. Les contrôler. Thomas chancela, s'appuyant contre le mur. La présence de l'appareil créait comme un vide en lui, un trou noir qui tentait d'aspirer son pouvoir nouveau-né. Vous ne pouvez pas contrôler ces forces, halta-t-il. Vous allez détruire l'équilibre naturel.
L'équilibre naturel est une illusion, répondit Claire en s'approchant. La vraie puissance vient du contrôle, de la domestication de ces énergies sauvages. Rassemblant ses forces, Thomas ferma les yeux et se concentra, comme Gabriel le lui avait appris. Au-delà de la douleur, au-delà du vide créé par la machine de Blackwood, il pouvait encore sentir la pulsation de la vie. Même ici, au cœur de cette tour d'acier et de verre, les anciennes forces persistaient. « Vous ne gagnerez pas, dit-il en rouvrant les yeux. Brocéliande ne tombera pas. Nous verrons cela, sourit Blackwood. Le projet Avalon entre dans sa phase finale. Bientôt, très bientôt, l'ancienne magie sera enfin domestiquée. Thomas quitta la tour Blackwood avec la certitude que la véritable bataille ne faisait que commencer. Dans sa poche, le médaillon de sa grand-mère pulsait doucement, comme pour le rassurer. Il devait prévenir les autres gardiens. La menace était plus grave que tout ce qu'ils avaient imaginé. Dans son bureau, Blackwood observait la silhouette de Thomas qui s'éloignait dans la rue en contrebas. « La partie commence, murmura-t-il. Que le meilleur gagne. Le prix du pouvoir. » Les premiers rayons de l'aube perçaient à peine à travers la brume épaisse qui enveloppait la forêt de Brocéliande. Thomas Beaumont, assis en tailleur au centre d'un cercle de pierres moussues, respirait profondément. Ses mains, posées sur ses genoux, tremblaient légèrement. Les dernières semaines d'entraînement intensif avaient laissé leur marque, non seulement sur son corps, mais aussi dans son esprit. « Concentre-toi sur la terre sous tes pieds, murmura Gabriel, sa voix à peine plus audible que le bruissement des feuilles. Sens les racines qui s'entrelacent dans les profondeurs, laisse leur énergie monter en toi. » Thomas ferma les yeux, s'efforçant de suivre les instructions de son mentor. Depuis qu'il avait découvert son héritage druidique, chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, de nouvelles sensations qu'il devait apprendre à maîtriser. Au début, c'était grisant. La sensation du pouvoir ancien qui coulait dans ses veines, la capacité de communiquer avec les esprits de la forêt, de percevoir les énergies qui tissaient la trame invisible du monde. Tout cela l'avait enivré. Mais maintenant, il commençait à comprendre le prix à payer. Élise l'observait depuis la lisière du cercle, son regard rempli d'une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. Elle avait été la première à remarquer les changements subtils qui s'opéraient en lui. Les cernes sous ses yeux qui s'assombrissaient jour après jour, la pâleur de sa peau qui prenait parfois des teintes presque verdâtres sous certains angles, et surtout, cette lueur étrange qui dansait désormais dans son regard, comme si une flamme ancienne s'était éveillée au fond de ses iris. Plus profond, ordonna Gabriel. Tu dois atteindre les courants telluriques. Thomas inspira longuement, laissant son esprit plonger dans les profondeurs de la terre. Il sentit d'abord la fraîcheur de l'humus, puis la densité de l'argile, et enfin, les veines de pierre qui couraient sous la surface. C'était comme plonger dans un océan d'énergie pure, des courants qui existaient depuis la naissance du monde. Une goutte de sueur perla sur son front. Autour de lui, l'air commença à vibrer imperceptiblement. Les brins d'herbe se mirent à onduler sans vent, et les pierres du cercle émirent un léger bourdonnement. Thomas, la voix d'Élise trahissait son inquiétude. Tu devrais peut-être. Pas maintenant, coupa Gabriel. Il doit apprendre à maintenir le contact. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Thomas sentait le pouvoir monter en lui, une force primitive qui menaçait de déborder à chaque instant. Ses mains ne tremblaient plus, mais ses doigts s'étaient enfoncés dans la terre, comme des racines cherchant désespérément un ancrage. Soudain, un cri déchira le silence de la forêt. Les yeux de Thomas s'ouvrirent brusquement, brillant d'une lueur surnaturelle. À quelques centaines de mètres, un groupe d'enfants du village voisin s'était aventuré trop près d'une zone corrompue par la magie de Blackwood. L'homme d'affaires avait commencé à contaminer certaines parties de la forêt, y implantant des poches de magie noire qui agissaient comme des pièges pour les imprudents. Sans réfléchir, Thomas se leva d'un bond. L'énergie qu'il avait canalisée tourbillonnait encore en lui, cherchant désespérément une issue. « Thomas, attends !» cria Élise. « Tu n'es pas en état de... » Mais il courait déjà, ses pieds touchant à peine le sol. Les arbres semblaient s'écarter sur son passage, leurs branches s'inclinant comme pour le guider. Il pouvait sentir la corruption qui empoisonnait l'air, une présence malveillante qui tentait d'attirer les enfants plus profondément dans son piège. Il les trouva près d'une clairière déformée. L'herbe y avait pris une teinte maladive, et les arbres se tordaient en formes impossibles. 4 enfants, aucun n'ayant plus de 12 ans, se tenaient pétrifiés devant un spectacle que leurs jeunes esprits peinaient à comprendre. Des filaments de brume noire s'enroulaient autour de leurs chevilles, les attirant inexorablement vers le centre de la clairière où une faille sombre s'ouvrait dans le sol. Thomas sentit la rage monter en lui.
Comment Blackwood osait-il souiller ainsi la forêt sacrée? Comment osait-il menacer des enfants innocents? L'énergie qu'il avait canalisée plus tôt explosa soudain, se mêlant à sa colère. Ses mains se levèrent d'elles-mêmes, et une lumière aveuglante jaillit de ses paumes. Les filaments de brume noire reculèrent comme des serpents effrayés. Thomas avança, chacun de ses pas laissant une empreinte lumineuse dans le sol corrompu. « Fermez les yeux », ordonna-t-il aux enfants d'une voix qui ne semblait plus tout à fait la sienne. Il puisa plus profondément dans le pouvoir, sentant les énergies anciennes déferler en lui comme un torrent. La lumière s'intensifia encore, prenant des teintes dorées et vertes, les couleurs de la vie elle-même. La corruption de Blackwood recula davantage, mais ce n'était pas suffisant. Thomas savait qu'il devait l'éradiquer complètement, ou elle reviendrait. Alors il plongea encore plus profondément dans le pouvoir, ignorant les avertissements que son corps lui envoyait. Sa vision se brouilla, le monde autour de lui devenant un kaléidoscope de couleurs et d'énergie pure. Il sentit quelque chose céder en lui, comme si une barrière invisible venait de se briser. Le pouvoir déferla, incontrôlable, transformant son corps en un simple canal pour une force qui le dépassait totalement. La clairière tout entière fut submergée par une vague de lumière pure. Les arbres tordus se redressèrent en craquant, l'herbe malade reprit ses couleurs naturelles, et la faille dans le sol se referma dans un grondement sourd. Mais Thomas ne voyait plus rien de tout cela. Il était perdu dans un océan d'énergie pure, son esprit dispersé aux quatre vents. Des visions l'assaillaient, des forêts primordiales, des rituels oubliés, des batailles anciennes entre la lumière et l'ombre. Son corps n'était plus qu'un vaisseau pour des forces qu'aucun mortel ne devrait tenter de contenir. Thomas. La voix d'Élise lui parvint comme à travers un voile épais. Il l'entendait, mais ne parvenait pas à s'accrocher à elle. Le pouvoir était trop fort, trop enivrant. Une partie de lui ne voulait plus revenir, préférant se dissoudre dans cette immensité. Thomas, je t'en prie. Reviens. Cette fois, la voix était accompagnée d'une sensation physique. Des mains qui agrippaient ses épaules, qui le secouaient. La chaleur d'un autre corps contre le sien. L'odeur familière du parfum d'Élise, un mélange de lavande et de vieux livres. Lentement, douloureusement, il commença à rassembler les fragments épars de son être. C'était comme essayer de rattraper des milliers de plumes dispersées par le vent. Mais la voix d'Élise continuait de l'appeler, lui donnant un point d'ancrage dans la tempête. Quand il ouvrit enfin les yeux, le soleil était beaucoup plus bas dans le ciel. Il était allongé dans l'herbe, la tête posée sur les genoux d'Élise. Gabriel se tenait près d'eux, son visage plus grave que jamais. Les enfants avaient disparu, probablement ramenés chez eux par Morgan ou Loïc. La clairière était méconnaissable, là où régnait la corruption quelques heures plus tôt, la nature avait repris ses droits avec une vigueur presque excessive. Des fleurs sauvages parsemaient l'herbe, et les arbres semblaient plus vivants que jamais. Mais le prix à payer était lourd. Thomas le sentait dans chaque fibre de son être. Quelque chose s'était brisé en lui, ou peut-être s'était transformé. Quand il leva la main pour toucher son visage, il vit que ses veines luisaient faiblement sous sa peau, parcourues par des traces résiduelles du pouvoir qu'il avait canalisé. « Ne refais jamais ça, murmura Élise, des larmes dans la voix. J'ai cru que nous t'avions perdu. » Gabriel s'accroupit près d'eux, son visage portant le poids de siècles de sagesse et de regret. « Ce que tu as fait était à la fois admirable et terrifiant, Thomas. Tu as sauvé ces enfants, et tu as purifié une zone que nous pensions perdue. Mais tu as aussi entrevu quelque chose que peu de mortels peuvent supporter de voir. » Thomas hocha faiblement la tête. Les visions qu'il avait eues restaient gravées dans son esprit, l'immensité du pouvoir qui dormait sous Brocéliande, les forces primordiales qui façonnaient le monde depuis la nuit des temps. Comment continuer à vivre normalement après avoir contemplé de tels mystères? Le pouvoir n'est pas un jouet, continua Gabriel. Chaque fois que nous y faisons appel, il laisse une marque. Certaines sont visibles, d'autres non, mais elles sont toutes permanentes. Thomas tenta de se redresser, mais ses muscles protestèrent violemment. Élise l'aida à s'asseoir, sa main s'attardant sur son épaule comme si elle craignait qu'il ne s'évapore. « Je comprends maintenant, dit-il d'une voix rauque. Je comprends pourquoi les anciens druides vivaient reclus, pourquoi ils limitaient leur usage de la magie. Ce n'était pas par crainte ou par faiblesse. C'était par sagesse, compléta Gabriel. Le pouvoir est comme un feu, il peut réchauffer ou consumer. Aujourd'hui, tu as marché sur cette ligne ténue. » Le soleil disparaissait maintenant derrière les arbres, projetant des ombres allongées sur la clairière. Thomas remarqua que les plantes semblaient se pencher vers lui,
comme attiré par l'énergie résiduelle qui pulsait encore dans ses veines. Comment? Sa voix se brisa. Il déglutit et reprit, comment puis-je continuer? Comment puis-je utiliser ce pouvoir sans me perdre? Gabriel posa une main ridée sur son épaule. Tu apprends, Thomas. Chaque erreur, chaque excès, chaque victoire, tout cela fait partie du chemin. L'important n'est pas d'éviter les erreurs, mais d'en tirer les leçons. Élise serra sa main dans la sienne. Et tu n'es pas seul. Nous sommes là pour t'aider, pour te guider, pour te ramener si tu t'égares. Thomas hocha la tête, reconnaissant. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose avait changé de façon irréversible. Les visions qu'il avait eues, la sensation du pouvoir pur qui avait coulé dans ses veines, tout cela le hantrait à jamais. Alors que la nuit tombait sur Brocéliande, Thomas Beaumont, professeur d'histoire devenu héritier des druides, contemplait son reflet dans une flaque d'eau. Ses yeux brillaient toujours de cette lueur étrange, témoignage silencieux du prix à payer pour le pouvoir. Et quelque part, dans les profondeurs de la forêt, il pouvait sentir d'autres forces s'agiter, attendant leur heure. La bataille pour Brocéliande ne faisait que commencer, et il devrait apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs avant qu'il ne le maîtrise. La bataille pour Brocéliande. La nuit de sa main s'abattit sur Brocéliande comme un lourd manteau de velours noir. L'air était chargé d'électricité, et même les plus petites créatures de la forêt s'étaient tues, conscientes de l'imminence du danger. Thomas, debout près du chêne millénaire qui marquait l'une des anciennes portes entre les mondes, sentait la tension monter dans chaque fibre de son corps. Les derniers rayons du soleil couchant filtraient à travers les branches, projetant des ombres dansantes sur le sol couvert de feuilles mortes. Élise émergea silencieusement des buissons, ses cheveux auburn captant les dernières lueurs du jour. Les éclaireurs sont revenus, murmura-t-elle, son visage habituellement serein marqué par l'inquiétude. Blackwood a rassemblé plus de force que nous ne l'imaginions. Des dizaines d'engins de chantier sont positionnés tout autour de la forêt, et ce ne sont pas des machines ordinaires. Thomas hocha gravement la tête. Depuis des semaines, ils avaient détecté des signes de magie corrompus émanant des installations de Blackwood Industries. Le industriel avait trouvé un moyen de fusionner technologie moderne et art sombre, créant des monstruosités mécaniques imprégnées d'une énergie maléfique qui faisait frémir la Terre elle-même. Les autres sont-ils en position, demanda-t-il, vérifiant une dernière fois le médaillon ancestral qui pendait à son cou. La pierre enchâssée pulsait doucement, en résonance avec les battements de son cœur. Oui, répondit Élise. Morgan a établi des cercles de protection autour des sites les plus sacrés, et Loïc a dispersé ses artefacts au point stratégique. Gabriel. Elle hésita un instant. Gabriel dit que les anciens eux-mêmes sont agités. Il n'a jamais ressenti une telle tension dans le voile depuis qu'il est gardien. Un grondement lointain fit vibrer le sol sous leurs pieds. Ce n'était pas le tonnerre, Thomas reconnaissait désormais la signature énergétique des machines corrompues de Blackwood. L'air s'épaissit soudainement, chargé d'une odeur métallique qui n'avait rien de naturel. Ça commence, murmura Thomas, alors que les premiers arbres à la lisière de la forêt s'agitaient violemment, leurs branches craquant sous l'assaut d'une force invisible. Les minutes qui suivirent se transformèrent en un chaos orchestré. Les machines de Blackwood, monstrueuses silhouettes d'acier et de magie noire, émergèrent de la brume artificielle qui les accompagnait. Leurs chenilles laissaient des traces brûlées dans le sol, et leur moteur rugissait d'une voix qui n'avait rien de mécanique, c'était le hurlement d'esprits torturés, liés de force à ces carcasses de métal. Thomas sentit la magie ancestrale monter en lui comme une vague. Depuis des mois qu'il avait découvert son héritage, jamais il n'avait ressenti une telle puissance. Les symboles gravés sur son médaillon s'illuminèrent d'une lueur verte, et l'air autour de lui se mit à vibrer de manière visible. Maintenant, cria-t-il, et sa voix résonna avec une autorité qui n'était pas entièrement la sienne. Les défenseurs de Brocéliande passèrent à l'action. Morgan, perché dans les hauteurs d'un ancien chêne, entonna un chant dans une langue oubliée. Les oiseaux qui l'entouraient, corbeaux, hiboux et créatures plus mystérieuses encore, s'élancèrent comme une vague de plumes et de griffes vers les machines. Leurs attaques, chargées de magie ancestrale, laissaient des marques lumineuses sur le métal corrompu. Loïc, solidement campé près d'un cercle de pierre, frappa le sol de son marteau enchanté. Une onde de choc se propagea, réveillant les artefacts qu'il avait disséminés plus tôt. Des geysers d'énergie pure jaillirent du sol, formant des barrières étincelantes qui ralentissaient l'avancée des machines. Mais Blackwood avait prévu leur défense. Des silhouettes encapuchonnées émergèrent de l'ombre des machines, leurs mains traçant des symboles qui corrompaient l'air lui-même. C'étaient ces sorciers industriels,
des hommes et des femmes qui avaient vendu leur connexion avec la nature pour un pouvoir plus sombre. Il faut les empêcher d'atteindre le cœur de la forêt, cria Élise, ses mains traçant des signes de protection alors qu'une vague d'énergie corrompue déferlait vers eux. Thomas s'élança en avant, canalisant le pouvoir qui bouillonnait dans ses veines. Les arbres autour de lui semblaient vibrer en réponse à sa présence, leurs branches s'agitant comme pour le saluer. Il pouvait sentir chaque racine sous ses pieds, chaque goutte de sève qui coulait dans ces géants végétaux. La forêt elle-même était vivante, consciente, et elle était prête à se battre. Un premier affrontement direct avec une des machines monstrueuses lui fit mesurer l'ampleur du défi. La créature métallique, qui avait peut-être été une pelleteuse dans une vie antérieure, se dressait maintenant sur des pattes articulées impossibles, ses circuits pulsant d'une lueur malsaine. Son godet transformé en mâchoire métallique claqua vers Thomas, manquant sa tête de quelques centimètres. Puisant dans son pouvoir, Thomas frappa. Un rayon de pure énergie naturelle jaillit de ses mains, frappant la machine de plein fouet. Le métal hurla, un son qui n'aurait jamais dû sortir d'un simple assemblage mécanique, et pendant un instant, Thomas aperçut les spectres torturés qui animaient la créature, leurs visages déformés par la souffrance et la rage. Ils utilisent des esprits de la terre, réalisa-t-il avec horreur. Blackwood capture les énergies naturelles et les force à alimenter ces machines. Cette révélation donna une nouvelle dimension à leur combat. Ce n'était plus simplement une question de protéger la forêt, ils devaient aussi libérer ces essences emprisonnées. La bataille s'intensifia. Dans le ciel, des nuages impossibles se formaient, tourbillonnant en motifs qui défiant les lois de la météorologie. Les sorciers industriels de Blackwood avaient commencé leurs rituels les plus sombres, tentant de déchirer le voile qui protégeait les lieux les plus sacrés de Brocéliande. Gabriel apparut soudain aux côtés de Thomas, son vieux corps semblant rayonner d'une force nouvelle. Il vise les anciennes pierres, dit-il, son bâton traçant des symboles défensifs dans l'air. Si elles tombent, les protections millénaires de la forêt s'effondreront. Un cri déchirant attira leur attention. L'un des sorciers de Blackwood avait réussi à percer les défenses de Morgane. La jeune femme aux cheveux blancs chuta de son perchoir, rattrapée in extremis par une branche qui s'anima d'elle-même pour la sauver. La situation devenait critique. Pour chaque machine qu'il détruisait, deux autres semblaient émerger de la brume toxique qui s'épaississait. Les rituels sombres commençaient à porter leurs fruits, des fissures apparaissaient dans l'air lui-même, laissant entrevoir des dimensions cauchemardesques où la nature avait été totalement pervertie. Thomas sentit le pouvoir monter en lui comme jamais auparavant. Chaque pulsation de son cœur résonnait avec la force vitale de la forêt. Il pouvait tout faire basculer, il le savait. En puisant jusqu'au fond de ce puits de puissance, il pourrait probablement balayer leurs ennemis d'un seul coup, mais à quel prix? Élise dut sentir son dilemme. Elle apparut à ses côtés, posant une main sur son bras. Thomas, dit-elle doucement, malgré le chaos qui les entourait. Rappelle-toi ce que la forêt t'a enseigné. Le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans l'harmonie. Ces mots résonnèrent en lui comme un carillon. Bien sûr. Depuis le début, il avait approché cela comme un affrontement, une question de puissance brute. Mais Brocéliande n'avait pas survécu des millénaires en combattant, elle avait survécu en s'adaptant, en fluant, en trouvant l'équilibre. Fermant les yeux, Thomas relâcha la tension qui s'était accumulée en lui. Au lieu d'essayer de contrôler le pouvoir, il s'ouvrit à lui, devenant un simple canal pour la force vitale de la forêt. L'effet fut immédiat et spectaculaire. La terre elle-même sembla s'éveiller. Des racines épaisses comme des troncs d'arbres jaillirent du sol, s'enroulant autour des machines corrompues. Mais au lieu de les broyer, elle les purifiait. L'énergie naturelle traversait le métal, libérant les esprits emprisonnés qui alimentaient les créations de Blackwood. Les sorciers industriels, sentant le changement dans l'équilibre des forces, redoublèrent d'efforts. Leurs incantations s'élevèrent en une cacophonie désespérée, mais la forêt était maintenant pleinement éveillée. Des lueurs vertes dansaient entre les arbres, et l'air lui-même semblait chantonner une mélodie oubliée. Une à une, les machines s'immobilisèrent, leur lumière malsaine s'éteignant alors que les esprits retrouvaient leur liberté. Les fissures dans la réalité se refermèrent, recousues par des lianes luminescentes qui semblaient tissées de pure magie. Au cœur de ce maelstrom d'énergie, Thomas restait immobile, les yeux fermés, simplement connecté au flux de vie qui traversait tout. Il sentait chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque créature de Brocéliande. La forêt n'avait pas besoin d'être défendue, elle avait juste besoin qu'on lui permette de se défendre elle-même. Les derniers sorciers de Blackwood prirent la fuite, leurs robes sombres disparaissant dans la brume qui se dissipait déjà. Le silence retomba sur la forêt,
mais ce n'était pas le silence de la mort ou de l'épuisement, c'était le silence satisfait d'une force de la nature qui avait simplement remis les choses dans leur ordre naturel. Lorsque Thomas rouvrit enfin les yeux, le spectacle qu'il accueillit le laissa sans voix. La clairière était transformée. Là où les machines avaient labouré le sol, de jeunes pousses émergeaient déjà, comme si des décennies de croissance s'étaient condensées en quelques minutes. Les anciens menhirs pulsaient d'une douce lueur verte, leur protection non seulement restaurée mais renforcée par cette épreuve. Élise s'approcha de lui, un sourire fatigué mais radieux aux lèvres. « Tu as compris, dit-elle simplement. »« Nous tous, répondit Thomas, regardant leurs alliés qui émergeaient des ombres. Morgane, ses cheveux blancs emmêlés de feuilles et de brindilles. Loïc, son marteau maintenant orné de nouvelles runes qui s'étaient gravées d'elle-même dans le métal. Gabriel, qui semblait avoir rajeuni de plusieurs décennies, son vieux bâton fleuri de bourgeons impossibles. La bataille pour Brocéliande était terminée, mais Thomas savait que ce n'était qu'un début. Quelque part, Blackwood préparait sûrement déjà sa revanche. Mais cette fois, il serait prêt. Non pas avec des sorts plus puissants ou des protections plus fortes, mais avec une compréhension plus profonde de ce que signifiait vraiment être les gardiens de cet endroit sacré. Alors que l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, Thomas sentit la forêt murmurer son approbation. Dans l'air du matin, les derniers échos de la bataille se mêlaient déjà au chant des premiers oiseaux, rappelant que même les nuits les plus sombres finissent par céder la place à un nouveau jour. L'héritage renouvelé. L'aube qui suivit la bataille de sa main fut différente de toutes celles que Thomas avait connues jusqu'alors. La lumière qui filtrait à travers les branches semblait plus pure, plus vivante, comme si la forêt elle-même irradiait une nouvelle force. Assis sur une pierre moussue près de la source de Barenton, il observait les premiers rayons du soleil danser sur l'eau cristalline, créant des arcs-en-ciel miniatures qui semblaient porter des messages du monde ancien. Élise apparut silencieusement à ses côtés, ses pas aussi légers que la brise matinale. Ses yeux verts reflétaient la sagesse nouvellement acquise après leur victoire sur les forces de Blackwood. « La forêt chante différemment ce matin, murmura-t-elle, s'asseyant près de lui. Thomas hocha la tête, sentant les énergies renouvelées qui parcouraient chaque racine, chaque branche de Brocéliande. La bataille avait transformé non seulement la forêt, mais aussi tous ceux qui s'étaient battus pour la protéger. Le choix de faire confiance à la magie ancestrale plutôt qu'à la force brute avait ouvert des portes qu'ils ne soupçonnaient même pas. Gabriel dit que les anciennes barrières sont plus fortes que jamais, dit Élise, traçant distraitement des symboles dans l'air, qui scintillèrent brièvement avant de se dissoudre en une pluie d'étincelles dorées. Mais elles sont différentes. Plus adaptatives. Comme la forêt elle-même, répondit Thomas, repensant à cette nuit extraordinaire où Brocéliande s'était éveillée. Elle ne rejette pas le nouveau monde, elle apprend à coexister avec lui. Les jours qui suivirent furent consacrés à la guérison et à la reconstruction. Mais pas de la manière dont Thomas l'avait initialement imaginé. Là où les machines de Blackwood avaient labouré le sol, de nouveaux sentiers se formaient naturellement, comme si la forêt elle-même redessinait ses chemins. Les anciennes pierres, loin d'être affaiblies par l'assaut, pulsaient désormais d'une énergie plus profonde, plus accessible à ceux qui savaient écouter. Un matin, alors qu'il méditait près du chêne millénaire, Thomas reçut une visite inattendue. Une jeune fille d'une douzaine d'années se tenait devant lui, ses yeux brillant d'une lueur qu'il reconnaissait désormais, celle de la magie ancestrale qui s'éveillait. Je crois que les arbres m'ont parlé, dit-elle timidement, serrant contre elle un cahier couvert de dessins. Maman dit que c'est impossible, mais depuis quelques jours, je les entends chuchoter. Ce fut le premier signe, mais pas le dernier. Dans les semaines qui suivirent, d'autres personnes commencèrent à trouver leur chemin vers Brocéliande, attirées par un appel qu'elles ne comprenaient pas totalement. Des enfants qui voyaient des lumières danser entre les arbres, des adolescents qui sentaient leur téléphone portable vibrer en harmonie avec les pierres anciennes, des adultes qui retrouvaient soudain des souvenirs de connexions oubliées avec la nature. La forêt choisit ses nouveaux gardiens, expliqua Gabriel, son visage ridé illuminé par un sourire sage. Mais pas comme autrefois. Elle s'adapte, elle comprend que le monde a changé. Cette réalisation conduisit Thomas et Élise à prendre une décision qui allait transformer leur rôle de gardien. La vieille maison familiale, qui avait si longtemps attendu dans l'ombre des arbres, allait devenir un lieu d'apprentissage d'un nouveau genre. Les travaux de rénovation commencèrent avec l'aide de Loïc, qui intégra subtilement des symboles de protection dans chaque réparation. Morgane créa des jardins où les plantes médicinales traditionnelles poussaient à côté d'espèces plus modernes, démontrant comment l'ancien et le nouveau pouvaient se nourrir mutuellement. L'école prit forme organiquement, comme si la maison elle-même savait ce qu'elle devait devenir.
Les salles de classe n'étaient pas des pièces fermées mais des espaces ouverts qui semblaient fusionner avec la forêt environnante. Les tableaux noirs coexistaient avec des tablettes enchantées sur lesquelles les élèves pouvaient visualiser les flux d'énergie naturelle. Le premier groupe d'étudiants était aussi diversifié que la forêt elle-même. Il y avait Marie, la jeune fille qui avait été la première à venir voir Thomas, maintenant capable de communiquer avec les oiseaux presque aussi bien que Morgane. Lucas, un adolescent passionné de programmation, qui découvrit comment créer des applications qui résonnaient avec les énergies naturelles. Sarah, une comptable de 40 ans qui avait tout quitté après avoir eu des visions des anciennes pierres. La vraie magie, expliquait souvent Thomas lors de leur première leçon, n'est pas dans le pouvoir que nous détenons, mais dans l'équilibre que nous maintenons. Ces mots prenaient un sens nouveau chaque jour, alors que les étudiants découvraient leur propre façon de connecter les deux mondes. Élise développa un programme d'études unique, mêlant savoirs ancestraux et compréhension moderne. Les élèves apprenaient à lire les anciens grimoires tout en utilisant des capteurs sophistiqués pour mesurer les énergies telluriques. Ils étudiaient les cycles lunaires à travers des applications astronomiques enchantées et pratiquaient des rituels de guérison qui combinaient plantes médicinales et techniques contemporaines. Un jour, alors qu'il observait un groupe d'étudiants travailler dans le jardin des simples, Thomas eut une vision qui le fit sourire. Sur leur téléphone portable, une application créée par Lucas permettait de visualiser les auras des plantes, tandis que Marie guidait un groupe d'oiseaux pour leur indiquer lesquels avaient besoin de plus de soins. Sarah, assise près d'une ancienne pierre, tenait une séance de méditation où la technologie moderne et la magie ancestrale se fondaient harmonieusement. La transformation ne se limitait pas à l'école. La forêt elle-même semblait s'épanouir d'une nouvelle manière. Les créatures magiques, longtemps cachées aux yeux des hommes, commençaient à se montrer plus ouvertement, comme si elles aussi comprenaient que le temps du secret absolu était révolu. Des papillons aux ailes impossiblement irisées dansaient autour des panneaux solaires qui alimentaient l'école, tandis que des lueurs mystérieuses guidaient les visiteurs le long des sentiers la nuit. Même les relations avec le monde extérieur évoluèrent. Si Blackwood avait disparu après sa défaite, d'autres entreprises commencèrent à s'intéresser à l'école, non pour exploiter ses secrets, mais pour comprendre comment travailler en harmonie avec la nature. Thomas et Élise devinrent des conseillers recherchés, aidant à développer des projets qui respectaient tant l'ancien que le nouveau monde. Un soir, alors que le soleil se couchait sur une journée particulièrement réussie, Thomas se retrouva de nouveau près de la source de Barenton. Le médaillon à son cou pulsait doucement, en harmonie avec les battements de son cœur et le rythme de la forêt. « Tu sais, dit Élise en le rejoignant, quand tout a commencé, je pensais que notre rôle était de préserver l'ancien monde face au nouveau. Maintenant, je comprends que c'était bien plus que cela. » Thomas acquiesça, regardant un groupe d'étudiants rentrer de leur leçon du soir, leur lanterne magique projetant des lueurs douces sur le chemin. « Nous ne sommes pas juste des gardiens, dit-il, nous sommes des ponts. Entre hier et demain, entre la nature et la technologie, entre la magie et la science. » La nuit tombait sur Brocéliande, mais ce n'était plus l'obscurité menaçante d'autrefois. Les étoiles brillaient à travers les branches, leur lumière se mêlant aux lucioles magiques qui dansaient entre les arbres. Dans l'école, les lumières s'allumaient une à une, créant un îlot de chaleur et de vie au cœur de la forêt ancestrale. « Que nous réserve l'avenir ?» demanda Élise, sa main trouvant naturellement celle de Thomas. Il sourit, sentant les multiples courants d'énergie qui traversaient la forêt, les anciens et les nouveaux, les naturels et les créés, tous maintenant entrelacés dans une harmonie complexe mais stable. « L'avenir sera ce que nous en ferons, répondit-il, mais tant que nous garderons l'équilibre, tant que nous continuerons à écouter la sagesse de la forêt tout en embrassant les possibilités du présent, je crois que nous sommes sur le bon chemin. » Dans les profondeurs de Brocéliande, les arbres anciens murmuraient leur approbation, leurs branches se balançant doucement dans la brise du soir. L'héritage des druides vivait toujours, non pas figé dans le passé, mais en constante évolution, comme la forêt elle-même. Et dans l'école nichée au cœur des bois, une nouvelle génération de gardiens apprenait à porter cet héritage vers un futur où magie et modernité ne seraient plus des forces opposées, mais les deux faces d'une même pièce, aussi essentielles l'une que l'autre à l'équilibre du monde. Fin.